Il est 6h30, nous commençons à l'heure comme nous l'avions dit. Merci d'être venus et bonjour et bonsoir à celles et ceux qui nous verront dans quelques jours grâce à la vidéo de Paul sur nos blogs. Vous savez, pour les personnes qui ne sont pas dans la zone géographique ou même qui sont en dehors de la France, qu'elles peuvent envoyer des questions. Nous lançons quelque chose, donc il va falloir un petit peu de temps pour l'imposer, pour habituer le public. Mais donc pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions de ce genre-là, mais les personnes qui sont à Paris, qui sont à l'extérieur même de la France, peuvent envoyer leurs suggestions, leurs commentaires sur ce qu'ils ont déjà entendu, sur ce qui a déjà été dit, et puis pourquoi pas, on pourra bâtir tout ou partie d'un ou de plusieurs cafés sur des commentaires. Alors vous savez que nous avions décidé la dernière fois que nous placions ce café actualité sous les auspices de Jacques Bainville, parce que c'est le travail intellectuel qui est le premier, qui est avant toute chose. J'avais cité ce beau texte que je reciterai, puis après on le connaîtra par cœur, mais quand même c'est pas mal de se placer sous le parrainage intellectuel de Jacques Bainville, qui écrivait ceci le 2 janvier 1915. Qui à l'étranger, l'avant-guerre sont des livres prophétiques. Mais qu'y a-t-il à l'origine, qu'y a-t-il à la base? Une critique des idées. Maurras nous a enseigné d'abord à chasser les nuées, à rejeter les faux dogmes, à lire dans le livre de la réalité. Et Bainville conclut, ce n'est pas de la louange que nous voulons pour nous, c'est de nos idées, c'est de notre méthode qu'il importe de dire du bien. Ce sont elles qui sont de bonnes conductrices, c'est à elles que nous devons de déchiffrer la réalité, de ne pas nous perdre dans la forêt obscure. Bonne méthode, justes idées, soyez remerciés, et pour les jours à venir, conduisez-nous encore. Alors, effectivement, comme nous vous le disions il y a 15 jours, l'essentiel, c'est de préciser toujours mieux, et dans la forme et dans le fond, nos idées, nos positions. Et nous sommes persuadés qu'en commençant par le commencement, c'est là que notre action sera véritablement une action positive et qu'elle amènera vers nous des gens qui, pour l'instant, ne sont pas au courant de nos idées, ne partagent pas nos points de vue. Alors, nos prochains rendez-vous, vous savez que nous nous sommes fixés un programme ambitieux. Nous allons nous rencontrer tous les 15 jours, sauf le 10 novembre prochain, parce que cette salle sera prise. Quand Gérard a trouvé ce café, avant nous allions dans d'autres endroits à Marseille qui étaient beaucoup moins agréables. Gérard a trouvé ce café il y a quelque temps, et il y a pas mal de gens qui viennent. Donc le 10 novembre, la salle sera prise. Nous avions pensé aller voir le prêtre qui avait dit la messe du 21 janvier avec le prince Jean, mais il a sa messe, il ne pourra pas. Nous avions pensé faire quelque chose avec Henri de Lumley, qui ne pourra pas, mais qui nous a dit oui pour une autre fois, donc c'est très sympathique de sa part. Alors, comme ça sera quand même la veille du 11 novembre, qui est un jour férié, et que certains parmi nous seront libres aussi le 12, donc on annulera carrément cette fois-ci, c'est dommage, parce qu'évidemment, Antoine qui est là nous le dit, le Café d'Aix qui marche très bien maintenant, il faut au début imposer le rythme, il faut rendre la régularité, etc. Donc, mais bon, là, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc le 10, on ne se verra pas. On se verra le 24 novembre et le 8 décembre. Et puis alors, on ne se verra pas le 22 décembre à cause de la Noël. Et nous reviendrons en début d'année, le 5 janvier, ce qui nous permettra de préparer la réunion du 21 janvier. On en avait parlé il y a 15 jours. Et de faire à la fois un pot de Nouvel An et puis de reprendre un petit peu la tradition du gâteau des rois qui est un peu tombée en désuétude. Donc voilà rapidement pour ces petites informations. Alors je remercierai par l'intermédiaire de la vidéo toutes les personnes qui nous ont répondu. Nous avons demandé aux gens de nous indiquer, parce que nous commençons à avoir un fichier, il faut créer un fichier important, nous commençons à le créer, on en parlait aussi tout à l'heure. Nous avons juste demandé aux gens, comme nous avons beaucoup de noms, sur Internet, on ne sait pas, on n'a pas évidemment la localisation géographique, donc ce n'est pas la peine d'envoyer des milliers d'invitations. Il y a des gens qui sont à Quimper, à Strasbourg. Alors, beaucoup nous ont répondu et beaucoup ont mis un petit mot d'encouragement, donc nous les remercions. Nous enverrons également à nouveau ce message jusqu'à ce que nous ayons un fichier totalement opérationnel. Je vous signale, et après on commence, je vous signale une dernière fonctionnalité ouverte par haut et fort, ce sont les pages. Si vous allez sur la page d'accueil du blog, tout à fait en bas à droite, après les commentaires, après les albums, vous avez des pages. Alors les pages, qu'est-ce que c'est? Ça permet de mettre un article, comme l'article de Raphaël et Simone, ou comme l'article de François Roloujac. Donc pour l'instant, nous n'en avons mis que 2, parce que ça a commencé il y a 3 semaines ou un mois sur Haut et Fort. Donc ce seront des documents intéressants, quand quelqu'un comme Jacques Julliard,
des intellectuels feront quelque chose qui n'est pas forcément de notre production. Nous le mettrons sur le blog à votre disposition parce que ça alimentera la réflexion. Voilà, ces quelques informations préliminaires étant faites, j'ai rien oublié? Donc, on va commencer. Première partie de notre Café Actualité. Nous allons parler de Raffaele Simone. Alors, le 11 septembre 2010, donc il y a un mois et demi, Le Monde a publié un entretien de Raffaele Simone avec Frédéric Joignot, dont le titre est « Pourquoi l'Europe s'enracine à droite ». Alors, Simone explique dans cet article à Frédéric Joignot, explique et commente son ouvrage qui est paru chez Gallimard, avec pour titre français « Le monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite ?» Voilà, donc il a fait cet article pour expliquer son bouquin. Mais le titre exact en italien, alors ça n'est pas anodin de le remarquer. Vous savez, c'est un italien, donc on rappellera le fameux adage « traduttore traditore », traducteur, traître, traduction, trahison. Le vrai titre exact du livre de Simone n'est pas l'Occident vire-t-il à droite ou pourquoi l'Europe s'enracine à droite. Le vrai titre, c'est Il mostro mite, bon, le monstre doux, d'accord, perché l'Occidente non va a sinistra. Ce qui est bien l'italien, c'est que souvent, pas toujours, hein, enfin souvent on comprend. Alors Simone, on va le voir, c'est un déçu de la gauche, un peu comme Julliard, dont on va parler longuement ce soir. Pourquoi l'Occident ne va pas à gauche? Pourquoi donc lui, il est de gauche, hein, Simone. Pourquoi l'Occident ne nous suit plus? Alors, pour des raisons que j'ignore, on ne m'a pas demandé mon avis, l'éditeur a changé un petit peu le titre en mettant « L'Occident vire-t-il à droite ?» Mais le vrai titre, c'est « Pourquoi l'Occident ne va pas à gauche, ne nous suit plus ?» Alors, c'est important de signaler ceci, car Simone est intelligent, honnête, intellectuellement, il est et il reste un homme de gauche. Il est déçu et désespéré, exactement comme le Julliard de 2007, après la défaite de Ségolène Royal. D'ailleurs, il y a plusieurs rapprochements qu'on peut faire, mais le premier sera fait à propos de Ségolène Royal, justement. Le mercredi 15 septembre, si vous avez lu l'article de Simone dans Le Monde, il était aussi l'invité des matinales de France Culture. Et il a fait un éloge très fort, c'est son droit, bon, nous évidemment on ne le partage pas, mais il a carrément dit, vous avez de la chance en France d'avoir une personne d'un si rare courage politique, Ségolène Royal. Ah, c'est son point de vue. Alors, qui est-il, ce fameux Raffaele Simone? Donc, c'est un intellectuel italien, un linguiste, un philosophe qui est né en 1944, donc 66 ans. Le sujet de son papier dans Le Monde et le sujet de son livre, officiellement, si on veut, c'est la droite européenne, une critique de la droite européenne. Mais en réalité, et c'est beaucoup plus intéressant, c'est l'état du monde moderne, l'évolution du monde moderne, qui est devenu le monde moderne, enfin, en tout cas, l'Europe moderne. Ça veut dire aussi le monde moderne, qui est devenu la société en Europe. Voilà. Alors c'est là qu'on va à la fois le rejoindre, être d'accord avec lui sur pas mal de choses, notamment le constat, et on verra qu'il y a évidemment des oppositions, bien sûr, forcément. Hein, c'est un homme de gauche qui reste de gauche, donc on ne peut pas être d'accord avec lui surtout. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Raffaele Simone? Alors pour lui, je vous ai fait une sorte de résumé de son papier et de son livre. Et puis après, bien sûr, comme disait Boutan dans sa conférence, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, pourvu qu'elles soient bien évidemment dans le sujet. Alors pour lui, les deux symboles de ce qu'il dénonce sont Berlusconi et Sarkozy. Alors Berlusconi, c'est normal, c'est un Italien, et Sarkozy. Alors il leur reproche à tous les deux d'imposer ce qu'il appelle le monstre doux. C'est une expression qu'il prend chez Tocqueville. On va le voir tout à l'heure. Une extraordinaire prophétie de Tocqueville, faite en 1835, enfin entre 1835 et 1840, c'est quand même pas mal. Alors, Simone dit, Berlusconi et Sarkozy nous imposent, à nous les Européens, un système qui est à la fois politique, médiatique, télévisuel et culturel. Bon. Alors, là, on voit tout de suite qu'on a un premier point de désaccord avec lui. Parce que si ce que dit Simone en Italie est vrai pour lui avec Berlusconi, qui est effectivement donc chef d'État, et puis patron de presse, en France, c'est absolument faux. Sarkozy n'est pas patron des télés, des radios, des journaux. La presse chez nous est majoritairement à gauche. Donc là, on voit bien que la pensée de Simone, elle n'est pas totalement exportable à l'ensemble des peuples européens, en tout cas pas aux Français, sur ce point-là, sur ce point précis. On ne peut pas reprocher, effectivement, on ne peut pas dire en France que c'est la droite qui impose un système médiatique et télévisuel. En Italie, peut-être, mais en France, certainement pas.
Donc là, il y a évidemment une limite à son raisonnement. Son raisonnement, il vaut pour l'Italie, mais il ne vaut pas pour tous les pays du monde, en tout cas pas pour nous. Vous savez qu'en France, c'est ce que j'appelle le petit cycle. C'est une expression que j'ai prise chez Chateaubriand. Quand il raconte les 100 jours, il raconte les grands 100 jours à Paris, à Waterloo, et puis les petits 100 jours à Gand. Alors, nous, il y a le grand cycle, évidemment, de la Révolution. On s'oppose au grand cycle de la Révolution en 89. Et puis, il y a le petit cycle de 45. Nous vivons actuellement sous ce petit cycle qui a commencé en 45, quand De Gaulle, qui était effectivement, il faut le reconnaître, obligé à cette époque-là de céder beaucoup au Parti communiste et aux révolutionnaires en général, leur a abandonné la poste, l'EDF, les ports, les transports, l'éducation et les médias. Alors, il faut admettre qu'en 1945, le Parti communiste étant très puissant et étant appuyé par la puissance non moins grande de Staline, lui aussi victorieux, De Gaulle ne pouvait pas leur résister trop, alors il leur a quand même résisté, mais il leur a beaucoup cédé. Par contre, alors là, on fait une petite digression, puis on s'arrêtera vite, parce que sinon ça nous amènerait trop loin, il aurait pu changer en 58. Et en tout cas, maintenant, aujourd'hui, 65 ans après 45, un gouvernement français, et encore plus de droite, n'a plus aucune raison de tolérer cette livraison aux révolutionnaires, aux gens de gauche et d'extrême gauche, de l'ensemble des médias et du monde télévisuel français. Donc, ceci pour montrer que ce que va dire Simone, et on va en accepter une grande partie et on va aussi en critiquer une autre partie. Alors, d'après Simone, revenons-en à son texte, ce monstre doux, ce mostromite dont il parle, il s'impose aux populations par 3 commandements. Consommer, s'amuser et le jeunisme. Alors consommer, bon ça, tout le monde est d'accord dans la constatation. Il dénoncera le gaspillage, le non-respect de l'environnement. Bon ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel tout le monde sera d'accord. Le deuxième commandement, c'est de s'amuser. C'est une injonction. Le travail devient secondaire, dit Simone, qui s'en lamente, par rapport au loisir. Alors là aussi, on peut lui faire une seconde petite objection, nous les Français. Là, il parle en italien, il parle de l'Italie, mais en France, par exemple, puisqu'il aime tant Ségolène Royal, il faut quand même admettre que le Parti socialiste, c'est l'orientation en gros de Simone, c'est quand même le Parti socialiste. En France, bon, les 35 heures, Martine Aubry, et l'opposition aux retraites, donc le Parti socialiste français, effectivement, quand Simone va reprocher à la droite de créer ce monde qu'il rejette, et chez nous, il a un petit peu tort aussi quand même, et même beaucoup. Alors, donc Simone estime que ce... Ah oui, puis le jeunisme, j'oubliais le jeunisme. Donc, premier commandement, consommer. Deuxième commandement, s'amuser. Troisième commandement, chercher le jeunisme partout, le corps jeune partout. Bon, admettons. Alors, Simone conclut que tout ceci finit par modeler la société et le corps électoral, et que tout cela aboutit à une hyper-domination des forces au pouvoir. Voilà. Alors, il dit que là où les dictatures des XXe siècle, Staline, Hitler, et puis alors en Extrême-Orient, Pol Pot, Mao, brisaient les gens, mais en suscitant des réactions très fortes, eh bien, Simone, et là on est d'accord avec lui, Simone dit que cette dictature moderne, ce monstre mou moderne, lui, va susciter beaucoup moins de résistance et va finalement atteindre son but beaucoup plus sûrement. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein, la dictature du XXIe siècle, le monstre doux y parvient, car le pouvoir se pose, dit-il, en pouvoir désireux du bien des gens. Alors voilà, il s'appuie pour dire ça sur Tocqueville, à qui il emprunte justement l'expression de monstre doux. Alors, on va citer 10 lignes, rassurez-vous, c'est très court. On va citer les 10 lignes sur lesquelles Simone s'empare de Tocqueville, avec raison. Mais il n'y a pas que Tocqueville qui a écrit ceci, donc en 1835 et en 1840, dans De la démocratie en Amérique. Il y a aussi Lamennais et Chateaubriand qui, dans d'autres domaines, ont bien vu que l'égalitarisme amènerait au goulag. Alors, ils n'employaient pas le mot du goulag, bien sûr, mais ils avaient prévu que ça amènerait à une tyrannie épouvantable, bien plus puissante que les tyrannies précédentes que l'on prétendait combattre et supprimer. Alors, donc, c'est quand même intéressant de le noter, c'est dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, il y a plus de 150 ans, quand même, que des penseurs ont réfléchi aux conséquences de ces idées-là. Alors, je vous cite ce passage de Tocqueville. Tocqueville prédit l'autoritarisme, alors, ouvrez les guillemets, hein, plus étendu et plus doux. Voilà, ça, le mostromite, il a pris ce mot-là chez lui, qui dégraderait les hommes sans les tourmenter, pour lequel les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent pas, et qui vont transformer
qui va transformer les citoyens en une foule innombrable d'hommes semblables qui tournent sans repos pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, où chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée des autres. Ces hommes remettent alors leur destinée, on ouvre à nouveau les guillemets, à un pouvoir immense et tutélaire qui se charge d'assurer leur jouissance et ne cherche qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Et Tocqueville conclut, ce pouvoir aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il pourvoit à leur sécurité, facilite leur plaisir. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit. Il éteint, il hébète. Voilà, la citation est terminée. C'est extraordinaire de penser que ceci a été écrit en 1835. Alors, à ce stade de sa réflexion, Simone se demande donc que faire. Mais il commence par accuser la gauche, sa gauche, à lui. Et c'est là qu'il a des accents de Julliard, qu'on va également citer un petit peu tout à l'heure. Alors, il fait une liste de griefs, notamment pêle-mêle, les trois principaux, il y en a d'autres. Hein. Les trois principaux, c'est le premier, et sur lequel reviendra aussi Julliard, elle a refusé d'accepter la chute du communisme. Le deuxième, ça, c'est un peu plus surprenant, elle a refusé de soutenir l'Union européenne et la réunification allemande. Et le troisième des grands reproches majeurs que fait Simone à sa gauche, c'est qu'elle trahit face à l'immigration de masse et à l'islam conquérant. Alors ça, effectivement, bon, c'est vrai, en Italie aussi, ça a été un peu la même chose. Chez nous, bon, tout le monde le sait, hein. L'immigré, c'est le nouveau prolétariat idéalisé, hein, ça par la gauche et par l'extrême gauche. Quant à l'islam conquérant, on va voir qu'il est très sévère avec Martine Aubry. Et Simone reproche effectivement à sa gauche de ne pas résister à l'islam conquérant. Bon, ben, on voit bien que dans sa mairie de Lille, par exemple, Martine Aubry donne des... Elle prétend défendre la laïcité quand c'est contre le christianisme, mais avec l'islam, elle donne des horaires aux femmes musulmanes ès-qualité, donc dans les piscines lilloises. C'est une conception de la laïcité assez surprenante. Bon, enfin bref. Alors justement, les deux cibles en France que prend Simone, puisqu'il parlait à un journaliste français, c'était Besancenot et Martine Aubry. Alors, il faut se rappeler que Besancenot a dit il n'y a pas tellement longtemps, ce qu'il nous faut, c'est une bonne vieille révolution. Et là, effectivement, Simone, qui parle comme Julliard, dit que certaines personnes à gauche et à l'extrême gauche continuent à prôner le recours à un marxisme, à une révolution toujours aussi effrayante. Quant à Martine Aubry, il la cite nommément et il dit que sa seule proposition stable, c'est le Caire. C'est-à-dire, comme il le dit, j'ouvre les guillemets, la version anglicisée d'attitude compassionnelle. Voilà. Donc c'est quand même une charge assez féroce. Il commence par critiquer son propre camp. Sa conclusion, la gauche n'est plus porteuse d'espoir et elle n'a plus de grands projets à la hauteur de son temps. Et c'est pour ça qu'il a intitulé son bouquin « Perché l'Occidente non va a sinistra », qu'on a pas vraiment faussement, mais pas tout à fait fidèlement traduit par l'Occident s'enracine-t-il à droite. Alors, à ce stade-là, notamment dans sa conférence sur la matinale à France Culture, il reprend le Julliard de 2007. Alors, je vous ai apporté, là aussi, rassurez-vous, c'est très court, mais je crois qu'il faut les lire, parce que les deux se chevauchent et on prend le temps de les lire, oui? Ou vous préférez que je raccourcisse? Pas prendre beaucoup plus. Alors, non, parce que voilà, puisqu'il a lui-même parlé de Ségolène Royal comme étant une personnalité d'un rare courage politique, c'est son droit de le penser, vous vous rappelez que Julliard était très engagé avec Ségolène Royal. Et il a été très déçu quand elle a perdu. Et donc ça s'est passé en 2007, et il y a eu quelques mois après des états généraux des sympathisants, enfin de ceux qui avaient soutenu Ségolène Royal. Et dans le Nouvel Observateur, à l'époque, c'est mon frère qui me l'avait prêté, et je m'étais régalé. Et Julliard avait fait une communication donc à ces États généraux, et il avait dans le Nouvel Observateur pondu un grand article très intéressant, hein, donc qui datait du 2 août 2007, juste après la défaite de Ségolène. Et alors, Julliard disait encore mieux que Simone, et ce que dit Simone, c'est pour ça que je crois qu'il faut vous les citer. Il parlait du PC, du gauchisme, des altermondialistes, des Verts et du PS. Alors, on se le rappelle rapidement, parce que je crois quand même que c'est dans le cœur du sujet. Pour ce qui est du PC, Julliard, et Simone le reprend, dit
Il est entraîné dans un inexorable processus d'annihilation. D'ores et déjà, il n'est plus guère qu'une amicale d'élus municipaux des banlieues. Sympathique. Comme disent les médecins, le pronostic vital est engagé. Qui se plaindrait, hormis quelques vieux nostalgiques, de la disparition de cette survivance. Il faut se rappeler que là aussi, en Italie comme en France, le PC avec Berlinguer était une puissance considérable. Pour ce qui est du gauchisme, j'ai parlé de Besancenot, et il en parle aussi, lui, Simonet. Oui, mais là c'est Julliard. Mais Simonet parlait lui aussi de Besancenot. Les deux cibles qu'il avait prises, c'était Besancenot et Aubry. Alors, le gauchisme, pour comprendre les différences, dit Julliard, entre les trois groupuscules trotskistes qui se partagent une poignée d'irréductibles et une autre de populistes, il faut se référer au programme de transition de Trotsky datant de 1939. Cette déroute de l'intelligence ne peut être compensée par l'intense noyautage des luttes, on vient de le voir à l'instant, dont les flambées intermittentes ne sauraient tenir lieu de critique sociale cohérente. Troisième cible, les altermondialistes. C'est un mouvement incapable de comprendre que l'ancien tiers-monde se rue dans le capitalisme et voit dans la mondialisation, même à tort, sa chance historique. Que pèse la critique de celle-ci face à un taux de croissance à 2 chiffres comme celui de la Chine? Et enfin, les Verts, j'ai gardé le Parti socialiste pour la fin parce que c'est là qu'est la question la plus importante. Les Verts, ils ont fait un naufrage que l'on peut croire définitif. On dirait qu'ils s'acharnent à ne retenir du grand souffle écologique qui balaie aujourd'hui la planète que ces absurdités. Comment comprendre leur acharnement antinucléaire quand le nucléaire est la principale source d'énergie sans responsabilité dans l'effet de serre et le réchauffement de la planète? Donc, voilà ce qu'écrivait Julliard dans son article de 2007, et voilà ce que reprend d'une façon un peu moins dense, un peu moins percutante Simonet, mais j'ai gardé la question majeure pour la fin, où là les deux se réunissent, y compris dans les mots. Le PS. Le PS est-il touché au cœur? Alors le titre général de l'article de Julliard, qui rejoint celui de Simonet, c'était « Socialiste, croyez-vous encore à vos mythes ?» Alors, le mal est plus profond qu'une défaite conjoncturelle, c'est une défaite intellectuelle et morale. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Sarkozy au soir de la victoire en 2007. Il avait dit « Nous avons gagné, mais la gauche avait déjà perdu de la bataille des idées. » Et Julliard écrit ce que dit Simonet. « Il y a longtemps que le PS a cessé de penser et de croire ce qu'il raconte. Depuis 1989 au moins, date de la chute du mur. La gauche tout entière est malade parce qu'elle n'a pas su analyser ni tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Parce que, qu'on le veuille ou non, le socialisme, comme la révolution au dire de Clémenceau, est un bloc. Que le communisme a été, pendant près d'un siècle, l'horizon d'attente du mouvement ouvrier tout entier, il n'est pas besoin de relever la tête bien haut pour savoir que l'horizon est bouché, que l'Orient rouge est délavé, que le soleil levant s'est drapé de deuil. Or, le fait est que jamais les socialistes ne nous ont donné une analyse convaincante de ce qui s'était passé, qui engageait pourtant la vision qu'ils se faisaient de l'avenir, rien qui nous explique pourquoi l'un des plus beaux rêves de l'humanité s'est transformé en un immense cauchemar. Et Julliard pose la question, s'agit-il d'un vice intrinsèque? C'est évidemment la question, et c'est l'explication du titre de Simonet, « Perché l'Occidente non va a sinistra ». Alors voilà pour la thèse de Simonet, très rapidement présentée. Alors qu'est-ce qui saute aux yeux une fois qu'on a lu son article? Son livre, je ne l'ai pas encore lu, je le lirai, mais pas tout de suite. Et une fois qu'on l'a écouté au matinal de France Culture, eh bien, d'abord, c'est la proximité de l'analyse avec certains propos de Pierre Boutan et avec l'analyse de Mattei dans Le regard vide. Quand Simonet critique ce qu'est devenu notre société, enfin nos sociétés actuelles européennes, évidemment, on entend Boutan, qui parle de cette puissance de l'argent qui est telle que nos sociétés sont abjectes et qu'elles sont plus abjectes que les pires moments de la décadence romaine. Et Boutan en appelle à une métanoïa, il faut changer de tout, changer d'esprit, changer de vie, etc. Mais aussi avec l'analyse de Jean-François Mattei dans son regard vide. Parce qu'en réalité, donc, Simonet parle de la droite et de la gauche, mais il conteste globalement, en fait, le monde moderne, même si en apparence, il ne critique que la droite, en se déclarant déçu par sa gauche. Alors, un autre point principal de désaccord que nous pouvons avoir, lui, c'est que Simonet attribue la création de cette société, de ce monstre mou, à la droite. Il trouve que la gauche a des torts, mais il reproche ça à la droite. Alors qu'en réalité, pour nous, c'est le système qui en est responsable. Alors,
nous l'avons dit, d'abord en France, cette analyse, il faut la tempérer parce que le pouvoir des médias, il est à gauche. Les propositions des syndicats, des partis de gauche, elles vont un petit peu dans le sens de ce que critique Simonet. Mais il faut bien voir que, nous on va parler de la France puisqu'on est en France, c'est bien vrai qu'en réalité le clivage droite-gauche n'existe plus. On est dans un système, et pour conclure ces présentations, puis après c'est vous qui poserez vos questions, j'en prendrai un exemple d'un sujet que je connais bien, c'est l'enseignement, le plan Langevin-Wallon, pour montrer vraiment d'une façon que je crois irréfutable comment droite et gauche concourent au même résultat. Vous savez, c'est un peu comme les enfants quand ils vont voir le Guignol à Lyon. Les enfants, ils voient, eux, ils sont dehors, ils voient la marionnette de Guignol qui bastonne le gendarme. Et ils s'imaginent qu'il y a deux personnages. Mais en réalité, derrière les planches, derrière le théâtre, les deux marionnettes sont tenues par deux mains, par deux bras différents, mais qui sont les bras de la même personne. Alors c'est un peu ça, la droite et la gauche, en ce qui concerne la création de cette société, de ce monstre mou. Qu'est-ce que c'est que le plan Langevin-Wallon et pourquoi j'en parle en conclusion? Parce que justement, c'est quelque chose qui montre bien que droite ou gauche, indéfectiblement, elles mènent la même politique. Le plan Langevin-Wallon, c'est quelque chose qui commence en 1945. Tout à l'heure, on a parlé du petit cycle. Eh bien, à l'époque du CNR, du Comité national de la résistance, les héritiers de Jules Ferry estiment que tout ce qu'a fait Jules Ferry, c'est très bien, ça va dans leur sens, mais que ça ne va pas assez vite. Parce qu'il n'y a pas assez de petits Français qui vont à l'école. Alors ils vont ramasser tout ce qui traînait avant la guerre, qui a été interrompue par la guerre de 39-45, toutes les idées de gauche, d'extrême gauche, révolutionnaire, toute l'idéologie qui traînait, et ils vont organiser tout ça en un plan cohérent. Ils vont appeler ça la révolution par la loi. Là où Jules Ferry voulait organiser le monde sans roi et sans Dieu, eux, ils vont aller plus loin, ils vont dire la révolution par la loi. On va mettre tout le monde à l'école, de façon que notre école forme justement tous les petits citoyens dans le même moule. Alors ça sera justement le collège unique, qui sera fait 45, il sera fait 30 ans après, en 75. Mais il sera fait par qui? Par René Haby. Donc un gouvernement de droite. Alors vous voyez bien que depuis 45, ce plan Langevin-Wallon qui est pernicieux, qui est néfaste, qui est mauvais, on voit bien les fondements de l'enseignement actuel, la catastrophe de l'enseignement actuel, le ministère de la Déséducation nationale, eh bien, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, ça ne change pas. Ils appliquent tous méthodiquement le plan Langevin-Wallon. On pourrait prendre d'autres exemples. J'en ai choisi un seul parce qu'il faut être court, et puis celui-là me paraît vraiment incriticable. Il est exact que, depuis 1945, on assiste à la mise en place, que ce soit la droite au pouvoir ou que ce soit la gauche, du plan Langevin-Wallon. Alors voilà ce qu'on pourrait répondre à Raphaël et Simone, et donc vous voyez que nous approuvons tout à fait le constat, mais avec qui vous voyez que nous avons aussi des différences importantes et même majeures. Voilà. Alors, j'espère ne pas avoir été trop long, on l'est toujours? On l'est toujours. On peut discuter. On peut discuter. Alors maintenant, le débat est ouvert. Comme disait Boutan, vous devrez me poser des questions, enfin, nous poser des questions. Ou faire des observations. Ou faire des observations, sous réserve qu'elles aient un rapport avec ce sujet. Heureusement, nous avons Antoine avec nous, donc nous ne sommes pas inquiets sur le nombre et surtout la qualité des questions. Pour aller dans ton sens, Antoine, tu vois le verre à moitié vide, je le vois peut-être à moitié plein. La question que l'on peut se poser lorsqu'on lit, quand on lit ces auteurs dits de gauche aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la gauche ne se prépare pas à une grande révolution, voire même à une contre-révolution. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce que la gauche a propose depuis 200 ans, depuis l'encyclopédie, s'effondre. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la gauche et le libéralisme, de ce point de vue, sont similaires. Les deux idéologies croient au progrès éternel, au progrès permanent. Aujourd'hui, la gauche se rend compte que ce progrès se retourne contre l'homme. Et qu'est-ce que c'est ce progrès qu'elle avait plus ou moins suscité? C'était la consommation, c'était le mieux-être, c'est matériel, puisque spirituel, elle l'excluait. Aujourd'hui, elle se rend compte que ce consumérisme détruit l'homme qu'elle prétend construire. Et donc, aujourd'hui, ces gens de gauche se posent la question se posent cette question.
et donc peut-être reviennent sur des fondamentaux. C'est en ce sens que je vois peut-être le verre à moitié plein. Il y a une exception, comme d'habitude, une exception française. L'exception française, on la connaît. L'exception française, c'est bien sûr le nuage de Tchernobyl va éviter la France. C'est le problème démographique qu'entourne la France. Et c'est aussi le Parti socialiste qui reste à l'écart de ce bouleversement de la pensée. Il reste à l'écart, il reste accroché à ces vieux mythes. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, la gauche a perdu le peuple. Elle ne le trouve plus. Parce qu'il y a une complète, un terme financier, un gap, un vide, une séparation entre la gauche et le peuple. On le voit aujourd'hui dans les manifestations. Le Parti socialiste a été complètement absent et incohérent dans la gestion des diverses manifestations. Voilà. Donc, de ce côté-là, je suis presque, je ne dis pas optimiste, mais lorsque je vois des gens comme Julliard, lorsque je vois des gens qui sont de gauche se poser la question, mais est-ce que finalement tout ce qu'on a proposé depuis 200 ans, depuis l'encyclopédie, ce n'est pas des fumées et ça ne se retourne pas contre nous. Lorsqu'on voit un Bernard-Henri Lévy en 1989, au moment de la chute du mur, s'écrier dans les colonnes du Monde, maintenant nous savons pertinemment que les révolutions, ça ne mène à rien. Et notre horizon n'est plus la révolution. Je serais plus en retrait sur Bernard-Henri Lévy. Mais c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il a dit. Je prends la phrase telle qu'il a exprimée dans les colonnes du Monde en 1989. Je suis en retrait pour le reste. Mais venant de lui, c'est quand même assez surprenant. Que je peux lancer, alors là on va passer à un autre sujet, mais on pourrait quand même lancer comme ça à la volée pour y réfléchir pour d'autres fois, l'idée de se dire, bon ben, sur le constat, Raphaël et Simone, de ce qui, voilà, abject, donc c'est le mot que prenait Boutan, hein, voilà, nous sommes abjects, nos sociétés sont abjectes, bien pire qu'au pire moment de la décadence romaine. L'idée, ça serait de réfléchir un peu comment nos sociétés, justement, à ce point décomposées, à ce point hébétées, à ce point détruites, vont-elles pouvoir s'en sortir et pourront-elles s'en sortir? Ça, on peut réfléchir à ça tous ensemble, hein, pas maintenant à la minute, mais on pourrait lancer cette idée-là qu'on a entre nous, parfois on se le dit. Voilà comment on va faire. Ensuite, dans le domaine du politique, par exemple, puisque nous sommes dans le domaine du politique, nous proposons la royauté. Bon. Le roi suffira-t-il? La réponse, évidemment, c'est non. Le roi serait la condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il faudra tout autre chose. Boutan parlait de métanoïa, changer de tout. Changer de vie, changer d'esprit, changer de mentalité. Bon. Alors, on pourrait lancer ces deux questions. On les reprendra. On est là pour réfléchir, pas simplement ce soir. Gérard, tu veux... Non, c'est des questions très vastes, je ne crois pas qu'on puisse les aborder tout de suite. Non, non, mais bien sûr que non. Mais c'est sûr que ce sont peut-être les deux questions essentielles en fait. Alors, est-ce que vous y réfléchissez, on en reparlera. On va se voir tous les 15 jours, c'est un programme ambitieux, donc il faut qu'on ait des munitions, des biscuits. Alors, vous savez que nous lançons quelque chose, hein. Nous démarrons, donc nous, il faut être souple. Ça n'existe pas, alors on va faire un peu comme Zénon, on va prouver le mouvement en marchant, hein. Alors, on avait pensé quand même au départ, pour avoir un fil conducteur, qu'on pouvait diviser nos rencontres en 3 parties. Dans un premier temps, on parlerait d'un grand fait de l'actualité, comme aujourd'hui de Raphaël et Simone. Dans le deuxième, on parlerait un peu du prince, de l'action du prince, parce que nous ne sommes pas des idéologues. Notre projet, il est incarné dans une famille qui sert la France depuis 1000 ans, etc. Et dans une troisième partie, qu'est-ce qui, dans les éphémérides, nous permettrait de tirer une leçon politique pour aujourd'hui? Alors, on pourrait parler quelques instants du prince. Le prince, évidemment, ces gens, non pas que nous, on ne soit pas au courant ou pas intéressés, mais Jean est très impliqué là-dedans. Alors, tu nous avais parlé de façon très intéressante il y a 15 jours. Est-ce que tu donc, quelques mots aujourd'hui, bon, ce que je vous ai dit, bon, il n'y a rien de fondamentalement nouveau par rapport à ce que j'ai dit il y a 15 jours. Bon, je voudrais simplement préciser et annoncer, peut-être pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, que le vendredi 19 novembre à 19h30, mais c'est à Paris, l'association Jean de France, donc l'association du Prince, se réunit et tout le monde est invité, bien sûr, tout le monde est invité à y participer
les membres et les non-membres. Cette soirée du vendredi 19 novembre au rapport thème Paris, donc Paris d'Henri IV, et ne clôturera pas, mais elle se fait un peu dans cette année Henri IV qui a vu plusieurs manifestations au travers de la France, bien sûr, puisque pratiquement toutes les villes de France ont été concernées par des manifestations sur Henri IV, avec divers thèmes, pas seulement la France, pas seulement l'Europe, mais également au-delà de l'Europe, les États-Unis, Chicago, New York, San Francisco, les grandes universités américaines ont suscité et ont organisé, sous l'égide de la Société Henri IV, ces manifestations. Très modestement à Marseille, nous en organisons une qui a lieu le 5 novembre, qui aura lieu au Musée d'Histoire naturelle de Marseille, au Centre Bourse. Il faut s'inscrire parce que c'est déjà... Bon, les salons de la Société d'Histoire de la Société d'Histoire de Marseille sont relativement petits, ne peuvent pas contenir plus de 100 personnes, voire 110. Et on est déjà, on n'est pas le 5 novembre, mais on a reçu à peu près 80% de réponses positives. Donc c'est vendredi prochain. C'est vendredi prochain, vendredi 5. La journée se déroule de 10h à midi et de 14h à 16h. Elle sera clôturée par un cocktail à la mairie à l'invitation du sénateur-maire. Voilà. S'il y a des gens parmi vous qui veulent y être, vous me le dites, je vous adresserai des invitations à titre particulier. On n'en a pas envoyé à tout le monde parce que, eu égard au nombre de réponses, toute l'Académie de Marseille sera là. Et je pense que ce sera très 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 intéressant. Qu'est-ce qui s'y passe au fond dans cette journée? Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Un certain nombre, le thème de la société, c'est la paix assassinée. 4 orateurs au moins prendront la parole. Je crois qu'il y en a 4. Je n'ai pas le programme sous les yeux. C'est Madame Villard, qui est l'ancienne présidente des archives départementales, qui parlera plus particulièrement de l'édit de Nantes. Madame Martineau, qui abordera le sujet sur le père assassiné, donc sur le régicide. Et le professeur Cellini de l'université d'Aix-en-Provence parlera de l'édit de Nantes vu par les catholiques. J'oublie des personnes, des intervenants. Excusez-moi, Monsieur Patrick Boulanger, directeur des archives de la Chambre de commerce, parlera de Henri IV et de son projet économique et de la création de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, avec vidéoprojection. Et Monsieur Jacques Perrault, président de la Société Henri IV, ancien directeur du patrimoine, clôturera cette journée. Après quoi, évidemment, réception à la mairie. Jacques Perrault, c'est pas quelqu'un qui avait déjà participé activement aux cérémonies qui ont lieu en 89 pour le 4e anniversaire le 4e centenaire de la montée sur le trône d'Henri IV. Oui, tout à fait, oui. Perrault a eu plusieurs fonctions à titre professionnel. Il a été très longtemps le conservateur du château de Pau, et c'est à ce titre qu'il a participé à ces manifestations. Bon, cette manifestation qui aura lieu donc le 5 novembre est placée sous l'autorité de Monsieur le Président de la République. Bon, j'espère que ça ne vous refroidira pas pour y venir, pour ceux qui le souhaitent. Et donc c'est à l'invitation de la Société d'Henri IV, la Société Henri IV et de l'Académie de Marseille. Voilà.
d'autres manifestations vont avoir lieu. Eu égard à l'importance du thème, l'année Henri IV devait s'achever le 31 décembre 2010, mais elle aura des prolongements en 2011. Elle aura des prolongements en 2011. Mais enfin, pour l'instant, je ne peux pas encore tellement vous en parler parce que c'est assez flou. Vous parlez que le 6 novembre, donc, je vous en avais informé, le prince se rend au Liban à l'invitation du gouvernement libanais, de la Croix-Rouge, pour présider, parrainer un certain nombre de manifestations culturelles au Liban, accessoirement présider le bal des débutantes. Ça, c'est... Ouais, il est casé, il n'a plus besoin d'en trouver, mais... Le Liban, où il était déjà allé? Le Liban, où il est plusieurs fois allé, la première fois je l'ai accompagné, et depuis, je pense qu'il a pris goût pour ce pays, pour lequel il a retrouvé... il a retrouvé un certain nombre de racines. On se souvient on sait que les rois de France sont les protecteurs des chrétiens du Liban, et que Louis XIV avait nommé un Libanais ambassadeur de France au Liban. C'est extraordinaire. Bon, la désignation d'un ambassadeur est le fait du prince, mais il fallait à l'époque avoir du courage, vous voyez, pour nommer un étranger, un non national, ambassadeur de France. Ambassadeur de France. Bon, Louis XIV l'a fait. Depuis, je ne pense pas dans mes souvenirs qu'un tel événement ait eu lieu. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos du prince. Alors, je vais vous parler justement, pourquoi est-ce que je parle de ceci? C'est parce que dans les éphémérides, il y a 15 jours, on aurait dû en parler, mais on l'a reporté, c'était la présentation, il y avait cet extraordinaire discours de Solzhenitsyn au Luc. Vous savez que Solzhenitsyn est venu en 1993 au Luc pour inaugurer le mémorial de Vendée. Alors il a prononcé un discours extraordinaire qui est ici. On peut le faire circuler. Les personnes qui en auraient envie. Paul, tu veux bien me rendre service, s'il te plaît? Ou alors quelqu'un que je ne me lève pas. Antoine, merci beaucoup. Alors, l'idée que nous avons eue avec Gérard, avec Jean, enfin, tous ensemble, c'est qu'est-ce que dit Solzhenitsyn? Je vais faire un peu court, hein, parce qu'on a... Le temps passe, voilà, il faut que je fasse court. Solzhenitsyn, dans ce discours, l'essentiel, ça n'est pas quand il parle du passé, c'est très beau, c'est très noble, mais bon. L'intérêt, c'est qu'il touche du doigt le processus de dérévolution qui balaye la Russie à l'heure actuelle. Un processus qui est rapide et qui est puissant, qui est fort, on l'a tous vu. Alors vous savez que la révolution en Russie, c'est 1917. Merci, Antoine. La chute du mur, c'est 89. Et la chute de Gorbatchev, c'est 91. Donc ça nous fait 72 ans, selon la façon qu'on prend de compter, ou 73 ans. Donc c'est quand même, ça a été affreux, bien sûr. Enfin, c'est quand même relativement rapide. Alors qu'ici, le processus est évidemment beaucoup plus lent, dans la mesure où la révolution date de 89. Ici, ça nous fait environ 3 fois le temps qu'a mis la révolution pour triompher et s'écrouler en Russie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas supporté pendant aussi longtemps, la convention, hein, ça a été quand même plus restreint dans le temps. Mais quand Solzhenitsyn parle d'un processus qui s'est accéléré après qu'il en ait parlé de dérévolution en Russie, il est important de voir que ce processus se passe aussi en France malgré tout. Alors il est plus lent, il est toujours trop lent, on aimerait qu'il soit beaucoup plus rapide. Il est moins fort, moins violent, j'allais dire. Pardon. Ah, le micro. Voilà. Je remets le micro. Donc, mais ce processus se passe en France comme en Russie. Il y avait une sorte de prophétie qu'avait faite De Gaulle, que vous connaissez sûrement. Il avait dit la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Et puis nous, on se rappelle très bien qu'on avait vu Molnar à une époque où il venait chaque année en Provence, il était invité par Pierre Chauvet.
Et il faisait une conférence, et puis alors on avait la chance de manger avec lui, de parler avec lui, parce qu'il était très très chaleureux, très, très amical, il acceptait toutes les questions, on pouvait lui parler, il répondait. Et un jour, il nous avait fait une prophétie, mais c'était encore au moment où le communisme était tout à fait en place, une puissance immense en France, et l'Empire communiste en Russie, bien sûr, l'Europe de l'Est. Et Molnar nous disait à nous tous, je disais, vous savez, le communisme, ne vous faites pas d'illusions, c'est une coquille vide, le communisme est mort. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, monsieur Molnar, ça va contre tout ce que nous voyons, ce que vous nous dites. Il y a l'armée rouge, c'est extraordinaire, l'Empire communiste, la moitié de l'Europe. Et il me disait, oui, peut-être, en apparence, mais c'est mort. Et effectivement, c'est lui qui avait raison. Et moi qui avais du mal à le croire, je reconnais très volontiers que je me suis trompé, et le communisme s'est effondré très peu de temps après. Alors, ça va vite en Russie, on a enterré la famille impériale, on l'a canonisée. Il y a en Russie un retour de toutes les traditions nationales dans ce qu'elles ont de bon, l'orthodoxie, la religion, et dans ce qu'elles ont de moins bon. Il ne faut pas se leurrer non plus, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de corruption en Russie, il ne faut pas non plus avoir une vision idyllique des choses. Mais l'intéressant pour nous, c'est de noter quand même, et puis après je m'arrêterai là, c'est qu'en France, ce processus de dérévolution a lieu aussi. Évidemment, il est moins rapide, et il est moins puissant. Mais par exemple, Jean nous parlait de cette année Henri IV, patronné, qui est sous le patronage officiel de Monsieur le Président de la République. Il y a 100 ans, en 1910, très certainement, c'était impossible, d'ailleurs ça n'a pas eu lieu. Alors, il y a un processus de réappropriation par les Français de leur histoire, mais une histoire débarrassée du Malais-Isaac, que nous avons malheureusement tous supporté. Moi, je me rappelle très bien quand j'apprenais des pages entières du Malais-Isaac. C'est Henri Pirenne, l'historien, qui disait que l'histoire de France semble avoir été écrite par des ennemis de la France. On nous a fait apprendre par cœur Louis XIV, évidemment, les tyrans, Louis XI, tous les rois étaient des méchants, on est passé de l'ombre à la lumière, etc. Enfin bref. Alors, voilà, il y a un procès. Vous avez vu, par exemple, sur Antenne 2, il y a quelque temps, ce téléfilm, Varenne, le jour où tout a changé, cette présentation de Louis XVI qui était tout à fait positive et tout à fait juste. Alors, évidemment, ça ne va pas assez vite. On aimerait toujours que ça aille beaucoup plus vite. Mais ce processus se passe aussi en France. Alors, il faut pousser à la roue, bien sûr. Notre rôle à nous est d'y contribuer dans la mesure de nos moyens. Mais c'est ça qui est important. Quand Solzhenitsyn est venu en 93, il en a parlé, il l'a dit, ça a commencé en Russie, ça s'est accéléré depuis. Mais chez nous, ça se passe aussi. Et notre rôle est d'y pousser. Voilà, j'ai fait... dit, mon regard se dédouble et je pense au monument que vous érigerez un jour chez vous à la gloire de ceux qui ont résisté à la Révolution. Voilà, c'est magnifique ce passage. Alors je voulais vous le citer puisque tu le dis, voilà, oui. En inaugurant aujourd'hui le mémorial de votre héroïque Vendée, ma vue se dédouble. Je vois en pensée, donc à l'époque, il le voyait en pensée, ça s'est réalisé tout de suite après. Les monuments qui vont être érigés un jour en Russie. On a reconstruit la cathédrale du Christ Sauveur. Moi, j'ai vu des images d'archives, évidemment. Je n'étais pas né à cette époque-là. Quand Staline a fait dynamiter la cathédrale, donc on la voit s'effondrer, donc des documents d'archives. Elle est reconstruite à l'identique au millimètre près, comme on a reconstruit Saint-Malo, par exemple. On peut tout refaire si on veut, il faut la volonté politique. Alors, Solzhenitsyn disait ça, je vois en pensée les monuments qui vont être érigés un jour en Russie, témoins de notre résistance russe au déferlement de la horde communiste. Nous avons traversé ensemble avec vous le XXe siècle, de part en part, un siècle de terreur. Effroyable couronnement de ce progrès auquel on avait tant rêvé au XVIIIe siècle. Et là, il nous souhaite à nous de le vivre, et nous le vivons à notre façon, encore une fois différente, mais réelle. Aujourd'hui, je le pense, les Français seront de plus en plus nombreux à mieux comprendre, à mieux estimer, à garder avec fierté dans leur mémoire la résistance et le sacrifice de la Vendée. Alors, évidemment, on peut citer François Furet, bien sûr, qui vient de très loin, qui est décédé, mais qui vient de très très loin, qui vient du Parti communiste. Max Gallo, bien sûr, qui fait un travail énorme, même si il garde encore pour nous certaines illusions, mais bon. Jean-Christian Petit-Fils et ce fameux téléfilm dont je vous parlais. Voilà, j'ai fait court, là. Okay. C'est bien. Voilà. Et maintenant, la parole est à vous, cher public.